Mon beau-père me fixa droit dans les yeux et me dit que je devrais me sentir reconnaissante qu'il m'autorise à dormir dans leur garage. À ce moment-là, je tenais son petit enfant dans mes bras, sa propre chair et son propre sang, âgé de 8 mois, avec les yeux de son père et mon menton têtu. Pourtant cet homme, debout dans son jardin parfaitement entretenu, vêtu d'un costume à $3000, s'attendait à ce que je dise merci pour un lit de camp placé à côté de la tondeuse à gazon. Je m'appelle Samantha Reed. J'ai 29 ans, et il y a environ 3 mois, j'ai pris ce qui s'est révélé être la pire décision de ma vie. J'ai emménagé chez mes beaux-parents après que mon mari, Ryan, a été déployé en Allemagne. Lorsque Ryan a évoqué l'idée pour la première fois, cela semblait presque raisonnable à l'époque. Il devait être à l'étranger pendant 14 mois, et nous avions un bébé de 5 mois. Ses parents possédaient une grande maison avec 3 chambres d'amis vides. Sa mère, Karen, a même pleuré lorsqu'elle m'a proposé cet arrangement. Elle m'a dit qu'elle voulait simplement aider et insistait sur le fait que la famille devait toujours prendre soin de la famille. Ce qu'elle a soigneusement omis de mentionner, c'est que je deviendrais leur femme de ménage non payée, la cible de leur frustration et apparemment, leur distributeur automatique personnel. J'ai abandonné l'appartement que Ryan et moi partagions afin que nous puissions économiser davantage pour la maison que nous espérions acheter ensemble un jour. Ryan et moi étions mariés depuis 2 ans, et la vie commençait enfin à se stabiliser. Sur notre compte commun, nous avions économisé $47 000, ce qui suffisait pour la compte d'une petite première maison une fois qu'il serait rentré. Puis j'ai emménagé chez les Mitchell. Vous voyez le genre de maison dont je parle. La façade est décorée de grandes colonnes qui ne servent absolument à rien sur le plan structurel. Il y a une large allée circulaire qui existe uniquement pour que les propriétaires puissent se donner en spectacle. C'est le genre d'endroit qui proclame bruyamment « Nous avons de l'argent », tout en laissant discrètement entendre qu'une grande partie de cet argent vit probablement sur des cartes de crédit. Malgré tout, de l'extérieur, cela paraissait impressionnant, et j'allais bientôt apprendre que les apparences étaient la seule chose qui comptait vraiment pour la famille Mitchell. La première semaine passa sans problème apparent. Karen me montra une chambre d'amis confortable. David m'aida à porter mes bagages à l'intérieur. Ashley, la sœur aînée de Ryan, arriva même avec un plat cuisiné. Pendant un bref instant, je me suis demandé si mes doutes personnels à leur sujet n'avaient pas été injustes. À la 2e semaine, l'atmosphère commença à changer. Karen mentionna que la chambre d'amis était normalement réservée aux visites de sa sœur. Elle me demanda si cela ne me dérangerait pas de déménager pendant quelque temps dans l'espace au-dessus du garage, juste temporairement. Cet espace prétendument habitable se révéla être un local de stockage non terminé avec un lit de camp et un petit chauffage qui fonctionnait à peu près aussi efficacement qu'une bougie d'anniversaire au milieu d'une tempête de neige. Je suis presque certaine que j'aurais pu y conserver de la glace sans avoir besoin de congélateur, mais je continuais à me dire que la situation n'était que temporaire. Puis ils ont pris ma voiture. Enfin, techniquement, ils m'ont persuadé de la laisser quelque part, en sécurité. Karen affirma qu'il y avait eu plusieurs cambriolages dans le quartier. Elle souligna aussi que je n'avais aucune vraie raison de conduire puisque tout ce dont j'avais besoin se trouvait soi-disant dans la maison. Et moi, fonctionnant avec presque aucune nuit de sommeil après d'innombrables nuits avec un bébé difficile, j'ai remis mes clés comme une parfaite idiote. Je n'ai pas conduit de voiture depuis 3 mois. Je n'ai pas non plus eu accès à notre compte bancaire pendant cette période. David réussit à s'ajouter au compte, puis m'informa que je recevrais une allocation hebdomadaire de $40 pour subvenir aux besoins d'un bébé et aux miens. Avez-vous vu le prix du lait infantile récemment? Je pourrais probablement écrire un roman d'horreur entier uniquement basé sur le coût des couches. La marque de couches qui ne donnait pas d'éruption cutanée à Emma coûtait environ $28 la boîte. Cela signifiait qu'il me restait environ $12 pour la nourriture. Alors j'ai commencé à sauter des repas pour m'assurer que ma fille ne manquerait jamais de rien. J'ai fini par perdre 15 livres que je ne pouvais vraiment pas me permettre de perdre au départ. Mon téléphone a également été transféré sur leur forfait familial, soi-disant pour plus de commodité. Ce qu'ils n'ont pas pris la peine d'expliquer, c'est que cet arrangement leur permettait de voir presque tout ce que je faisais avec ce téléphone. La seule fois où j'ai essayé d'envoyer un courriel à Ryan pour lui expliquer ce qui se passait réellement, Karen l'a découvert sur l'ordinateur familial partagé et l'a supprimé. Après cela, elle m'a puni en me retirant l'accès à la machine à laver. Pendant 2 semaines complètes, j'ai lavé les vêtements du bébé à la main comme une blanchisseuse de l'époque victorienne,
frottant jusqu'à ce que mes jointures se fissurent et saignent. Il y a environ 2 semaines, David a décidé que les gouttières avaient besoin d'être nettoyées. Il a aussi décidé que je serais la personne chargée de faire ce travail. Son explication exacte était que je devais gagner ma place dans la maison. Alors j'ai grimpé sur une échelle branlante et je suis montée à environ 15 pieds du sol avant que tout ne bascule sous moi. J'ai essayé d'attraper le bord du toit, mais j'ai manqué et je me suis écrasée lourdement sur ma cheville gauche. La douleur a explosé instantanément, vive et brûlante, comme si quelqu'un avait enfoncé un clou directement à travers mon pied. Karen a entendu mon cri et est sortie. Elle a regardé ma cheville, qui avait déjà gonflé jusqu'à la taille d'un pamplemousse, et m'a calmement dit que je devrais simplement marcher pour que ça passe. Pas de médecin. Pas de glace. Juste marcher. J'ai donc passé les 2 semaines suivantes à boiter dans la maison, accomplissant des tâches ménagères avec une cheville devenue violette et jaune, qui faisait des bruits qu'aucune cheville saine ne devrait jamais produire. Pendant tout ce temps, je n'ai parlé à absolument personne de ce qui se passait. Mon père, Michael Reed, m'a élevé seul après que ma mère est partie quand j'avais 7 ans. Il a passé toute sa vie à travailler dans la construction. Il a construit des maisons, il a construit des bâtiments et, à bien des égards, il a construit la personne que je suis devenue. Il m'a toujours appris à être forte, à être indépendante et à ne jamais laisser personne me marcher dessus. Et pourtant, me voilà, me laissant pousser directement dans le sol. Je n'ai pas pu me résoudre à lui dire. La honte seule m'aurait détruite. Mais vendredi dernier, mon père a décidé de parcourir 200 miles pour surprendre sa petite fille pour son anniversaire officieux de 8 mois. Il est arrivé juste au moment où je boitais à travers la pelouse avec Emma sur la hanche et des sacs d'épicerie dans l'autre main. J'avais marché 2 miles jusqu'au magasin et 2 miles pour revenir parce que je n'avais plus de voiture. Ma cheville me faisait tellement souffrir qu'elle semblait crier, et mon père remarqua tout. Il me regarda lutter pour remonter l'allée et demanda où était passée ma voiture. Je lui ai dit que la mère de Ryan l'avait prise et que je devrais probablement me sentir chanceuse qu'il me permette encore de rester là. Le visage de mon père passa par environ cette émotion différente en l'espace de 3 secondes. D'abord la confusion. Puis la colère. Puis la rage. Puis encore plus de rage. Finalement, une expression s'installa sur son visage qui me fit plus peur que tout le reste. Le calme. Un calme total et absolu. Le genre de calme qui arrive juste avant qu'un ouragan ne frappe la côte. Il ouvrit la porte de son camion et prononça 4 mots qui changèrent tout. Il me dit de monter dans la voiture parce que nous allions régler ça ce soir. À ce moment-là, je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais le regard dans ses yeux rendait une chose très claire. La famille Mitchell venait de se faire un ennemi très sérieux. Et Michael Reed n'était pas un homme qui perdait ses combats. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, veuillez vous abonner et me dire dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chaque commentaire, et ils illuminent vraiment ma journée. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. Mon père nous conduisit dans un petit restaurant situé à 3 villes de là. Il expliqua qu'il ne voulait pas que quelqu'un rapporte nos déplacements à la famille Mitchell. Sur le moment, j'ai pensé qu'il était simplement trop prudent. Plus tard, j'ai compris qu'il était en réalité stratégique. À partir de ce moment-là, chacun des gestes de mon père fut calculé. Après 35 années passées dans la construction syndiquée, il savait exactement comment s'occuper des gens qui se comportaient comme des brutes. Il m'expliqua autour d'un café que les Mitchell utilisaient l'une des plus vieilles arnaques qui existent. Cette nuit-là, je lui racontai tout. Chaque humiliation. Chaque privilège qu'on m'avait discrètement retiré. Après 3 mois de silence, la vérité finit par sortir d'un seul coup, se déversant comme de l'eau qui s'échappe d'un tuyau fissuré. Je lui expliquai comment Ashley, la sœur aînée de Ryan, apparaissait presque tous les jours. Elle ne venait jamais pour aider. Elle venait pour observer, puis rapporter tout à sa mère. Selon Ashley, j'échouais dans tout. La vaisselle n'était jamais assez propre. Le bébé pleurait trop souvent. Je ne montrais pas assez de gratitude pour tout ce que leur généreuse famille faisait soi-disant pour moi. Ashley ne m'avait jamais aimé. Je venais d'un milieu ouvrier, et mon père gagnait sa vie avec ses mains. Dans le monde d'Ashley, cela suffisait déjà à me rendre inférieure. Mon père écouta sans m'interrompre. Quand je lui dis que Karen surveillait mes emails, je vis ses jointures devenir blanches. Je pensais qu'il allait renverser la table lorsque j'eus terminé mon explication,
Mais au lieu de cela il resta calme et posa une seule question, d'une voix stable. Qu'est-ce que je n'avais pas encore dit à Ryan? C'est à ce moment-là que je me suis effondrée, car la vérité était simple et douloureuse. Je ne lui avais rien dit. Lors de chaque appel vidéo, ses parents étaient dans la pièce, à écouter et à regarder. Si j'essayais de lui envoyer un message honnête, il vérifiait mon téléphone ensuite. J'étais complètement coupée de mon propre mari. Et cela allait encore plus loin. Karen appelait régulièrement Ryan elle-même, avec son propre téléphone, décrivant avec enthousiasme à quel point tout allait bien. Elle lui racontait combien Suzy semblait heureuse et combien j'étais reconnaissante. Elle dressait le portrait d'une vie parfaite. Ryan était stationné à environ 6000 miles de là, sur une base avec un accès Internet limité. Il n'avait aucune raison de douter de ses parents, alors il croyait tout ce qu'elle disait. Puis mon père me demanda ce qu'il en était du compte bancaire. Je lui dis que David s'occupait de tout. Chaque lundi, je recevais $40, et c'était le seul argent que je voyais. Quand mon père me demanda si j'avais encore accès au compte, je répondis que je pensais que oui, même si je n'avais pas essayé de m'y connecter depuis mon installation chez eux. Il sourit alors, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de regard qu'un joueur d'échecs lance lorsqu'il voit l'échec et mate 3 coups à l'avance. Il posa de l'argent sur la table et dit que nous allions chez Kinko's. Kinko's à 11h du soir avait quelque chose d'étrange. Un homme en peignoir faisait des photocopies de quelque chose que je préférais ne pas examiner. Pendant ce temps, je m'assis et me connectais à un compte bancaire que je n'avais pas ouvert depuis 3 mois. Au début, les chiffres ne me semblaient pas réels. Nous devions avoir environ $47 000. La solde militaire de Ryan avait été automatiquement déposée tout ce temps. Il aurait dû y avoir plus d'argent sur le compte, pas moins. Au lieu de cela, l'écran affichait $8200. Près de $39 000 avaient disparu. Mon père tira une chaise et dit que nous devions vérifier l'historique des transactions. Nous imprimâmes page après page. Le schéma était clair et troublant. Il y avait des transferts vers BB Holdings LLC totalisant $15 000 en 3 mois. Je ne reconnus pas le nom jusqu'à ce que mon père le recherche et trouve la boutique Instagram d'Ashley. Elle vendait soi-disant des cristaux de guérison à des femmes naïves, des pierres qui semblaient avoir été ramassées sur un parking après une pluie. Il n'y avait pratiquement pas de véritables clients, et apparemment aucune inquiétude concernant l'origine de l'argent. Il y avait aussi de nombreux retraits en espèces, parfois $500, parfois 3 cents. Le timing correspondait parfaitement au style de vie de Karen. Ses visites au salon 2 fois par semaine, ses séances de shopping dans des magasins où je ne pouvais même pas me permettre d'entrer, ses déjeuners avec des connaissances de l'église où l'on affichait l'humilité tout en comparant des sacs à main de créateurs, les frais de marina et les adhésions à des clubs nautiques. David ne possédait même pas de bateau, mais il aimait s'entourer de gens qui en avaient. Il utilisait notre argent pour soutenir sa version imaginaire du succès. Puis nous avons examiné la carte de crédit de Ryan. Il y avait des dépenses dans des restaurants, des notes de bar et des frais de golf. Tout était local. Tout était récent. Tout était impossible pour quelqu'un stationné en Allemagne. David utilisait l'identité de son propre fils pendant que je survivais à peine dans son garage. Mon père s'adossa et dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il déclara avoir vu des opérations de comptabilité mafieuse plus discrètes que cela. Il avait raison. Les Mitchell n'avaient même pas essayé de cacher ce qu'ils faisaient. Ils étaient tellement certains que je ne vérifierais jamais qu'ils avaient laissé une trace évidente pour n'importe qui. Mon père appelait déjà quelqu'un. Il avait une amie, une ancienne assistante juridique nommée Laura Bennett, qui lui devait une faveur. Il décida de la réclamer ce soir-là, parce que ce que les Mitchell avaient fait n'était pas seulement cruel, c'était criminel. Mais avant de prendre d'autres mesures, nous devions contacter Ryan directement, sans que ses parents n'écoutent. Laura Bennett arriva chez Kinko's vers minuit, portant des pantoufles roses duveteuses et un sweatshirt du Michigan. Elle ressemblait à la grand-mère de quelqu'un venu faire des biscuits, mais elle n'était pas là pour quelque chose de domestique. En moins de 5 minutes après avoir examiné nos documents, elle identifia 3 accusations pénales possibles: exploitation financière, fraude et usurpation d'identité. Utiliser la carte de crédit de Ryan sans autorisation n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était un crime fédéral. L'armée prend très au sérieux les crimes financiers commis contre les militaires. Elle expliqua que les conséquences pouvaient être graves, y compris une peine de prison importante. Cependant, il y avait une complication.
Lorsque j'avais emménagé pour la première fois, Karen m'avait présenté une pile de documents. Elle les appelait des formulaires d'assurance et des papiers de contact d'urgence. J'étais épuisée avec un bébé de 5 mois qui ne dormait pas, et j'ai signé tout ce qu'elle plaçait devant moi. Je n'ai jamais posé de questions. L'un de ces documents s'est révélé être une procuration limitée donnant à David l'autorité sur les décisions financières. C'est ainsi qu'il avait été ajouté à notre compte. Il avait ma signature sur le papier, même si je ne comprenais pas ce que je signais. Laura me demanda si j'avais signé volontairement avec une pleine compréhension, si quelqu'un m'avait expliqué le document et si on m'avait laissé le temps de le lire. La réponse aux 3 questions était non. Elle nota que la fraude peut exister lorsque le consentement est obtenu par tromperie, et que cette situation pouvait correspondre à cette définition. Mon père demanda alors comment nous pouvions joindre Ryan directement sans passer par le filtre des Mitchell. Laura était d'accord, c'était essentiel. Si Ryan ignorait ce qui se passait, il devait l'entendre d'abord de la bouche de sa femme, pas d'avocat ou d'enquêteur. Le problème était que Ryan avait un temps d'accès Internet limité sur la base. Tous les numéros que j'avais pour lui étaient également connus de ses parents. Si j'utilisais les canaux habituels, Karen le découvrirait probablement rapidement. C'est alors que mon père sortit son vieux téléphone à clapet. Il refuse de passer à un modèle plus moderne, affirmant que les smartphones sont pour les gens qui n'ont pas assez de choses pour occuper leur esprit. Cette nuit-là, pourtant, cette obstination nous a aidés. Il parcourut les contacts enregistrés des décennies auparavant et s'arrêta sur un nom, le sergent-chef Daniel Harper, un vieil ami de l'armée qui travaillait maintenant dans la logistique sur des bases à travers l'Europe, y compris celle de Ryan en Allemagne. Mon père passa l'appel chez Kinkoes. En Allemagne, il était déjà plus de 6 heures du matin. Ils se saluèrent comme le font les vieux soldats brièvement, avec rudesse, un peu de langage grossier, mais avec une étrange affection. Après cela, mon père expliqua la situation. Un message serait transmis. Ryan recevrait des instructions pour appeler un numéro que ses parents ne connaissaient pas. Cela pourrait prendre une journée entière, mais la communication finirait par se faire. Nous sommes sortis de Kinkoes avec un dossier rempli de preuves imprimées, et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de l'espoir. C'était petit et fragile, comme une bougie qui lutte contre un ouragan, mais c'était réel. Mon père nous conduisit dans un motel. Ce n'était pas un bon motel. Le genre d'endroit où la machine à glace était probablement en panne depuis l'administration Clinton. Mais il faisait chaud et, surtout, ce n'était pas la maison des Mitchell. Emma s'endormit presque instantanément dans mes bras. Les bébés ressentent la tension. Cette nuit-là, avec mon père qui montait la garde près de la fenêtre, elle dormit plus paisiblement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Moi, je ne pouvais pas dormir. Les chiffres tournaient sans cesse dans ma tête. 15 000 $ envoyés à l'entreprise de Christo Dashley. 8 000 $ de retrait en espèces correspondant parfaitement au style de vie de Karen. Des milliers d'autres servant à financer le fantasme de club nautique de David. Cet argent devait servir à notre future maison. Il devait assurer la sécurité de notre fille. Il avait disparu. L'appel arriva à 2 heures du matin. Un numéro inconnu s'afficha sur le vieux téléphone à clapet de mon père. Quand je répondis, j'entendis la voix qui me manquait depuis 3 mois. Ryan semblait confus. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas lui avait transmis un message urgent lui demandant d'appeler ce numéro. Il demanda si tout allait bien et si Emma était en sécurité. J'essayai de répondre calmement, mais les larmes arrivèrent avant que je puisse les retenir. 3 mois passés à me contenir s'effondrèrent en une seule vague. Quand je réussis enfin à parler clairement, je lui racontai tout. Après avoir terminé, il y eut un long silence. Assez long pour que je me demande si la connexion avait été coupée. Assez long pour qu'une partie terrifiée de moi se demande s'il allait croire ses parents plutôt que moi. Puis Ryan parla. Il dit simplement qu'il me croyait, Samantha. Il n'hésita pas. Il ne demanda pas de preuves. Il ne défendit pas sa famille. Il crut sa femme. Il posa beaucoup de questions, et après les avoir posées, il me dit ce qu'il comptait faire. Dès le lendemain matin, il irait directement voir son officier commandant. L'usurpation d'identité impliquant un membre de l'armée était prise extrêmement au sérieux. Ses parents avaient commis des crimes fédéraux, et il avait l'intention de s'assurer qu'ils en subissent les conséquences. Mais il avait aussi une autre idée. La fête du 60e anniversaire de son père était prévue pour dimanche.
Toute la famille Mitchell élargie serait présente. Les voisins. Les partenaires commerciaux. Les amis de l'église. Tous ceux qu'ils avaient passé des années à impressionner avec leur image soigneusement construite de perfection. Ryan suggéra de faire un appel vidéo surprise pendant la fête pour souhaiter un joyeux anniversaire à son père. Il se demandait ce qui se passerait si cet appel ne se déroulait pas exactement comme David l'attendait. Je pouvais entendre la colère froide sous ses mots. Ce n'était plus seulement une question de justice. C'était une question d'exposition. De retirer le masque devant tout le monde. Je lui dis que je l'aimais. Il me dit qu'il m'aimait aussi. Puis il ajouta quelque chose qui me fit sourire pour la première fois depuis 3 mois. Son père allait vivre le pire anniversaire de sa vie. Le samedi matin avait une atmosphère différente. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux bon marché du motel comme si l'équilibre des choses commençait enfin à changer. Emma se réveilla en souriant, tendant ses petites mains vers mon visage, totalement inconsciente que sa mère se préparait à la bataille. Mon père était déjà réveillé. Je doutais qu'il ait dormi du tout. Il avait passé la nuit à passer des appels, organisant ce qu'il appelait l'infrastructure de la justice. Pendant 35 ans, il avait construit des choses avec ses mains. Maintenant, il construisait quelque chose de totalement différent. Les Mitchell n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient réveillé en s'attaquant à la fille de Michael Reed. Ryan avait également travaillé. Vers 6 heures du matin, peu après avoir rencontré son officier commandant, il rappela. L'armée ne tolère pas l'usurpation d'identité contre ses membres. Ryan expliqua toute la situation, et son officier l'écouta avec une colère visible avant de le mettre immédiatement en contact avec une assistance juridique. En quelques heures, Ryan déposa des rapports officiels concernant la fraude à la carte de crédit et l'accès non autorisé à leur compte. Une fois que la justice militaire se met en marche, elle s'arrête rarement facilement. La première chose qu'il fit fut de geler tous les comptes, l'épargne commune, le compte courant, la carte de crédit, tout. David découvrirait le changement assez rapidement lorsque sa prochaine facture de restaurant serait refusée devant ses compagnons de golf. À ce moment-là, cela n'aurait plus d'importance. Plus de transferts vers l'entreprise de Christo Dashley. Plus de retraits en espèces pour financer les dépenses de Karen. Plus d'adhésion à des clubs nautiques pour alimenter le fantasme de David. L'hémorragie financière était stoppée. Mais ce n'était que le début. Ryan voulait des comptes, et il avait un plan. La fête du 60e anniversaire de son père avait lieu le lendemain. Tout le cercle des Mitchell serait présent, les voisins de leur rue chic, les partenaires commerciaux vêtus de tenues décontractées coûteuses, les amis de l'église apportant des plats faits maison. Tous ceux qu'ils avaient travaillé si dur à impressionner. Ryan avait l'intention de détruire cette image parfaite devant eux tous. L'appel vidéo était mon idée. Je le présenterais à Karen comme une surprise pleine d'émotions. Elle adorerait l'idée que son fils militaire apparaisse en direct d'Allemagne pour honorer son père. Elle installerait le grand téléviseur dans le salon, rassemblerait les invités pour ce moment émouvant, peut-être même achèterait-elle un anneau lumineux pour garantir un éclairage parfait. Elle enregistrerait tout pour en garder un souvenir. Elle planifierait tout, sauf ce que Ryan allait réellement dire. Vers midi, Laura arriva au motel avec des nouvelles. Son ami Sullivan, un ancien détective spécialisé dans les crimes financiers avec 20 ans d'expérience, avait examiné nos documents de manière informelle. Selon lui, il y avait largement assez de preuves pour justifier une enquête officielle. La procuration obtenue par tromperie, les retraits non autorisés, l'usurpation d'identité, ce n'étaient pas de simples infractions. C'étaient des crimes. Sullivan ne pouvait pas procéder à des arrestations uniquement sur la base d'un examen informel. Mais il pouvait faire quelque chose d'à peine moins puissant. Il pouvait assister à la fête, afficher visiblement son badge et commencer à poser des questions. L'enquête officielle prendrait du temps, mais les questions publiques pouvaient commencer immédiatement. Un détective apparaissant à la fête du 60e anniversaire de David, posant des questions sur des irrégularités financières devant les voisins et les partenaires commerciaux, enverrait un message plus fort que n'importe quel mandat. Mon père coordonna soigneusement le timing. Sullivan arriverait environ 30 minutes après le début de l'appel vidéo de Ryan. Juste au moment où la vérité commencerait à s'installer, juste au moment où David et Karen chercheraient désespérément des explications. Cet après-midi-là, mon père s'entraîna même à afficher une expression inoffensive devant le miroir du motel. Il me demanda plusieurs fois s'il avait l'air digne de confiance,
comme un grand-père attentionné simplement aux côtés de sa fille, plutôt que comme un homme prêt à démanteler toute une réputation. Je lui dis qu'il était convaincant. Il répondit que j'étais une mauvaise menteuse, mais qu'il appréciait l'effort. Je devais retourner à la maison, affronter Karen et faire semblant que rien n'avait changé. Je devais jouer le rôle de la belle-fille reconnaissante pendant une dernière journée. L'idée me donnait la nausée, mais s'il soupçonnait quoi que ce soit, il pourrait annuler la fête ou tenter de détruire des preuves. Il devait se sentir en sécurité. Confiant. Totalement impréparé. Mon père me ramena vers 4 heures de l'après-midi. Avant de sortir de la voiture, j'envoyai à mon père un message décrivant exactement où j'avais caché mon sac déjà préparé. Il se trouvait dans le garage, derrière les vieux pots de peinture, sur l'étagère métallique près du matériel de jardinage. Il viendrait le récupérer le lendemain pendant que tout le monde serait distrait par la fête. Retourner dans cette maison fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Karen m'accueillit à la porte avec son sourire crispé habituel, celui qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Elle me demanda où j'étais allée. Je lui répondis que mon père voulait passer un peu de temps avec sa petite fille. Elle sembla agacée que je sois partie sans demander la permission, mais elle avait trop de préparatifs pour la fête en tête pour insister davantage. J'attendis qu'elle soit occupée à arranger les centres de table avant de dire quoi que ce soit d'autre. Puis je mentionnai avec désinvolture que Ryan avait appelé le téléphone de mon père parce que le mien fonctionnait mal. J'expliquai qu'il voulait surprendre son père avec un appel vidéo pendant la fête et lui souhaiter un joyeux 60e anniversaire devant tous les invités. Karen s'illumina immédiatement. Pendant une brève seconde, je ressentis presque de la pitié pour elle. Presque. Elle se mit aussitôt à organiser la scène. Le grand téléviseur serait installé dans le salon juste après la découpe du gâteau. Elle s'assurerait que tout le monde se rassemble. Elle me rappela même qu'elle avait acheté un anneau lumineux le mois précédent, disant qu'il serait parfait pour l'occasion. Elle répétait sans cesse combien ce serait spécial. Je souris et acquiesçai, lui disant que ce serait absolument un moment dont les gens se souviendraient. Le dimanche matin arriva magnifique. Un ciel bleu. Une légère brise. La température parfaite qui donne l'impression que tout est facile. La fête d'anniversaire de David ne pouvait pas rêver de meilleures conditions. L'équipe de traiteurs arriva tôt. Une tente fut installée dans le jardin. Des fleurs couvraient presque toutes les surfaces. Cela ressemblait plus à un mariage qu'à une fête d'anniversaire. Mais David n'avait jamais cru aux célébrations modestes. À 8 heures du matin, Karen me remit une liste. 37 tâches à accomplir avant l'arrivée des invités. Elle me parlait comme si j'étais une employée de maison. En réalité, pire qu'une employée. Au moins les employés sont payés. J'exécutais chaque tâche sans me plaindre. La belle-fille modèle. Invisible. Les invités commencèrent à arriver vers 2 heures de l'après-midi. Des partenaires commerciaux. Des voisins apportant des bouteilles de vin coûteuses. Des amis de l'église avec des plats faits maison. Ashley fit son entrée dans une tenue qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe, saluant ses parents avec une affection exagérée comme si elle ne les avait pas vus 2 jours auparavant. Je les observais tous. Les mêmes personnes qui me souriaient à Noël pendant que je survivais dans le garage de leurs amis. Les mêmes qui croyaient Karen quand elle insinuait que j'étais instable. Dans quelques heures, ils connaîtraient la vérité. David se tenait dans le jardin, recevant des compliments sur la fête, la maison et sa vie réussie. Il avait l'air sûr de lui, parfaitement installé au centre de ce qu'il croyait être son monde parfait. Je me demandais s'il regarderait un jour ce moment en arrière et comprendrait que c'était la dernière fois qu'il se sentait vraiment heureux. À 4 heures de l'après-midi, Karen annonça qu'il était temps pour l'appel vidéo. Elle invita tout le monde dans le salon, déclarant fièrement que son fils militaire appelait depuis l'Allemagne pour souhaiter un joyeux anniversaire à son père. Elle affirma que ce serait un moment très spécial. Elle avait raison. 53 personnes se serrèrent dans le salon. Je les ai comptées. Compter me donnait quelque chose sur quoi me concentrer, plutôt que sur mon cœur qui battait à toute vitesse. Les partenaires commerciaux se placèrent à l'avant, désireux d'être visibles. Les dames de l'église se regroupèrent près du canapé. Les voisins remplirent chaque espace libre. David se tenait au centre, une coupe de champagne levée, souriant comme un homme sur le point de recevoir une médaille qu'il croyait avoir méritée. Karen lança l'appel avec un enthousiasme théâtral. L'écran du téléviseur se remplit du visage de Ryan. Il portait son uniforme de cérémonie,
incarnant parfaitement le fils militaire dont on est fier. La pièce éclata en applaudissements. Quelqu'un siffla. David leva encore plus haut son verre vers l'écran. Ryan sourit. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce sourire. Une froideur sous la surface. J'étais probablement la seule à le remarquer. Je savais ce qui allait arriver. Il souhaita un joyeux anniversaire à son père. Sa voix était calme et stable. Puis il dit qu'il était heureux que tout le monde soit présent, parce qu'il y avait des choses importantes dont il devait parler. La pièce devint silencieuse, s'attendant à un hommage émouvant. Au lieu de cela, Ryan commença par l'argent. Il parla clairement, sans émotion, exposant les faits comme un procureur. 47 000 $, c'était ce que lui et sa femme avaient économisé pour leur avenir, pour leur première maison, pour la sécurité de leur fille. 8 200 $, c'était ce qu'il restait. Près de 39 000 $ avaient disparu pendant qu'il servait à l'étranger. La pièce devint complètement silencieuse. Le sourire de David se figea. Karen avait l'air d'avoir avalé quelque chose de pourri. 15 000 $ avaient été transférés vers BB Holdings LLC, continua Ryan, précisant qu'il s'agissait de l'entreprise d'Ashley. Celle qui vendait des cristaux sur Instagram, celle qui semblait avoir besoin de son argent pour survivre. Toutes les têtes se tournèrent vers Ashley. La couleur quitta son visage sous son maquillage. Elle regarda ses parents comme pour chercher de l'aide. 8 000 $ de retrait en espèces suivirent, expliqua Ryan, correspondant exactement aux habitudes de dépenses de sa mère, ses rendez-vous au salon de beauté, ses sorties shopping, ses déjeuners avec les dames de l'église. Les dames de l'église remuèrent nerveusement. Certaines semblaient choquées. D'autres fixaient la scène, incapables de détourner le regard. Les partenaires commerciaux de David échangèrent des regards calculés. Ryan continua. Il parla de sa carte de crédit, qu'il n'avait jamais autorisé personne à utiliser. Des factures de restaurant. Des frais de golf. Des notes de bar. Tout local. Tout récent. Tout effectué alors qu'il était stationné en Allemagne. Il demanda comment cela pouvait être expliqué. L'expression de David changea de la confiance à la confusion, de la confusion à la colère, puis finalement à quelque chose d'incontestable, la peur. Il ouvrit la bouche, probablement pour préparer une explication. Il n'en eut jamais l'occasion. La sonnette retentit. Karen, agissant par réflexe d'hôtesse, alla ouvrir la porte. Le détective Sullivan se tenait sur le perron, son badge bien visible. Il s'excusa d'interrompre la célébration et expliqua qu'il faisait suite à un signalement concernant des irrégularités financières. Il dit avoir quelques questions pour David et Karen et suggéra que cela ne prendrait que quelques minutes, à moins qu'ils ne préfèrent poursuivre la conversation au commissariat. La pièce se remplit immédiatement de murmures. Les partenaires commerciaux se rappelèrent soudain des engagements urgents. Les amis de l'église commencèrent à chuchoter frénétiquement. Les voisins se dirigèrent lentement vers les sorties, ne voulant pas être associés à ce qui était en train de se produire. Puis la voix de Ryan traversa le brouhaha, déclarant qu'il n'avait pas terminé. Les 53 personnes s'immobilisèrent. Le détective resta dans l'embrasure de la porte, observant. Ryan commença alors à décrire ma réalité: le garage, le lit de camp à côté de la tondeuse à gazon, les 40 $ censés nourrir 2 personnes, la voiture confisquée, le téléphone surveillé, les emails supprimés. Il leur parla de l'échelle et de ma cheville. Du fait qu'on m'avait ordonné de simplement marcher pour que ça passe, malgré une blessure qui aurait pu être une fracture. Puis il évoqua les mensonges. Les histoires que Karen avait répandues sur ma santé mentale. Les chuchotements disant que j'étais instable. Que je ne pouvais pas être digne de confiance avec mon propre bébé. Une campagne délibérée pour détruire ma réputation afin que, si je parlais un jour, personne ne me croie. Je regardais les expressions changer dans toute la pièce. Les dames de l'église qui avaient cru Karen, qui avaient probablement répété ces histoires elles-mêmes, semblaient maintenant malades. Les voisins qui m'avaient vu boiter et n'avaient offert aucune aide ne pouvaient plus soutenir mon regard. Ils avaient tous été trompés. Ils avaient tous participé sans s'en rendre compte. Karen tenta d'interrompre. Elle parla de mensonges. De malentendus. Elle me décrivit comme une fille troublée inventant des histoires. Mais sa voix tremblait. L'assurance parfaite sur laquelle elle s'appuyait se fissurait. Plus personne ne la regardait avec sympathie. Il la regardait comme s'il la voyait clairement pour la première fois. David essaya une autre tactique.
Il se tourna vers ses partenaires commerciaux et déclara qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée qui avait dégénéré. Il suggéra que cela pourrait être réglé discrètement. L'un de ses partenaires, un homme aux cheveux argentés nommé Robert, posa une seule question directe. Il demanda si David avait utilisé la carte de crédit de son fils. David ne répondit pas. Son silence était une réponse. Le détective Sullivan suggéra calmement que David et Karen l'accompagnent volontairement au poste. Il expliqua qu'il pourrait répondre à quelques questions et clarifier les malentendus. Ryan parla une dernière fois. Il me regarda à travers l'écran et dit à Samantha de prendre notre fille et de partir avec mon père. Il déclara qu'il rentrerait dès que possible et qu'il nous aimait toutes les deux. Puis il regarda ses parents, les personnes qu'il avait élevées, les personnes qu'il avait volées, qui avait maltraité sa femme et lui avait menti pendant 3 mois. Il ne dit pas au revoir. Il ne répéta pas son souhait d'anniversaire. Il mit simplement fin à l'appel. L'écran devint noir, et le monde parfait de David sembla s'assombrir avec lui. Je marchai vers la porte où mon père m'attendait. Il avait déjà récupéré mon sac derrière les pots de peinture. Le siège auto d'Emma était installé dans son camion. En passant, Karen attrapa mon bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau. Elle murmura que je regretterais cela, qu'elle avait des avocats, des relations et des gens qui lui devaient des faveurs. Je regardai sa main serrant mon bras, puis son visage, la femme qui avait rendu ma vie insupportable pendant 3 mois. Qui avait souri en volant mon argent, en me privant de nourriture, en me laissant dans le froid et en m'isolant de tous ceux qui se souciaient de moi. Je lui adressai un vrai sourire, le premier sincère que j'avais montré dans cette maison. Puis je lui dis que je n'avais pas peur d'elle. Je me libérai et sortis dans la lumière du soleil. Derrière moi, le détective Sullivan commençait à poser des questions. David trébuchait sur ses mots. La voix de Karen montait dans la panique alors que tout autour d'elle s'effondrait. Je ne me retournai pas. Pas une seule fois. Je montai dans le camion de mon père, installai Emma dans son siège et regardai la maison des Mitchell rétrécir dans le rétroviseur. Le ciel se teintait d'orange et de rose alors que le soleil se couchait, traçant des couleurs à l'horizon comme si le monde lui-même marquait ce moment. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de réunions juridiques et d'appels téléphoniques constants. Mais pour la première fois depuis des mois, chaque nouvelle semblait être un progrès. 10 jours après la fête, David et Karen furent officiellement inculpés pour exploitation financière, fraude et usurpation d'identité. Lorsque les enquêteurs approfondirent leurs recherches, d'autres accusations furent ajoutées. Il s'avéra que David prélevait également depuis des années de petites sommes sur ses partenaires commerciaux, des montants assez discrets pour passer inaperçus individuellement, mais considérables une fois additionnés. Au moment où tout fut calculé, il faisait face à des accusations au niveau de l'État et au niveau fédéral. Son avocat lui conseilla de se préparer à une peine de prison importante. Karen tenta de se présenter comme une victime. Elle affirma à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'elle ne savait rien des crimes financiers. Personne ne la crut. Les preuves montraient qu'elle avait été directement impliquée. Les retraits d'argent correspondaient à ses sorties shopping. La surveillance des communications venait de son initiative. Les mensonges concernant ma santé mentale avaient commencé avec elle. Elle faisait face à ses propres accusations. La situation d'Ashley comportait une ironie étrange. Sa boutique Instagram n'avait jamais été correctement enregistrée auprès de l'État. Elle n'avait pas payé d'impôt sur les 15 000 $ transférés sur son compte. Lorsque les enquêteurs examinèrent son entreprise, ils découvrirent de nombreuses infractions. Ses ambitions d'influenceuse prirent fin le jour où l'administration fiscale exigea des paiements rétroactifs et des pénalités. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle était retournée vivre chez ses parents, les mêmes parents maintenant accusés de crime, la même maison menacée de saisie. Ryan obtint un congé d'urgence 3 semaines après la fête. Quand il franchit la porte de la maison de mon père et nous vit, Emma et moi, l'attendre, il s'effondra. Cet homme qui avait supporté l'entraînement militaire et un déploiement à l'étranger se permit enfin de pleurer. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre tous les 3 et à ce moment-là, j'ai su que tout irait bien. Pas comme avant, mais bien. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. Mon père avait toujours dit de garder un fonds d'urgence personnel, de l'argent auquel personne d'autre ne pouvait accéder. J'aurais aimé l'avoir écouté plus attentivement. À partir de maintenant, j'aurai des économies à mon propre nom. Plus de comptes partagés sans limite claire. Plus jamais signer des documents sans lire chaque mot.
La confiance peut être trahie. La réaction de la communauté m'a surprise. Je m'attendais à des divisions. Au lieu de cela, j'ai reçu des plats faits maison, des cartes et des appels téléphoniques de dames de l'église s'excusant d'avoir cru les histoires de Karen. Une voisine apporta une tarte faite maison et admit en pleurant qu'elle m'avait vu boiter ce jour-là et avait presque proposé son aide, mais avait décidé de ne pas intervenir. Elle dit que cette décision la hantait depuis. Je lui ai répondu que ce n'était pas sa faute. Les Mitchell avaient trompé tout le monde. La maison fut mise en vente 2 mois plus tard. David avait besoin d'argent pour sa défense juridique. Je suis passé devant une fois. Le panneau, à vendre, semblait déplacé devant ces grandes colonnes. La pelouse était envahie d'herbes. Les jardins étaient pleins de mauvaises herbes. La maison qui avait été ma prison devenait une coquille vide. Je ne ressentais pas de satisfaction. Je ressentais de la fermeture. Ryan rentra définitivement au début du printemps. Il avait été transféré sur une base à 2 heures de chez mon père. Nous recommençâmes à chercher des maisons plus petites que celles que nous avions imaginées autrefois, mais les nôtres. Pas de beaux-parents avec des clés de rechange. Pas de compte partagé avec la famille élargie. Plus jamais de procuration. La dernière fois que j'ai vu Karen, c'était lors d'une audience au tribunal. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir. L'image parfaite de dame respectable de l'église avait disparu, remplacée par quelque chose de vulnérable et effrayé. Elle tenta de croiser mon regard. Je regardais au-delà d'elle comme si elle était invisible. Elle n'a plus mon attention. Elle ne recevra plus jamais rien de moi. En sortant du tribunal, je tenais la main de mon mari d'un côté et celle de mon père de l'autre. Emma babillait joyeusement dans son porte-bébé, inconsciente de tout ce qui s'était passé. Un jour, elle connaîtra cette histoire. Je lui dirai que sa mère a trouvé du courage même lorsqu'elle ne se sentait pas courageuse. Que son grand-père a parcouru 200 miles parce que quelque chose lui semblait anormal. Que son père a choisi de croire sa femme quand cela comptait le plus. Et je lui enseignerai la leçon la plus importante. Tu n'as pas besoin de permission pour te défendre. Tu n'as pas besoin d'approbation pour exiger le respect. Quiconque tente de te voler ta dignité ne mérite pas une place dans ta vie. Pas même la famille. Surtout pas la famille qui te ferait du mal. Certaines personnes confondent la gentillesse avec la faiblesse. Les Mitchell ont commis cette erreur. Ils ont cru que parce que j'étais poli et que je ne me défendais pas immédiatement, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ont appris le contraire. Quand on s'attaque à un ride, il faut être prêt à en assumer les conséquences. La famille protège toujours la famille. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'autres de mes histoires les plus captivantes sont déjà sur votre écran. Cliquez en une maintenant pour ne pas manquer la meilleure partie. Vous allez adorer. À très bientôt dans la prochaine.